Voilà, c'est la suite du chapitre d'électricité, donc niveau seconde. On va maintenant parler des caractéristiques des dipôles électriques et plus particulièrement de la loi d'Ohm, et puis on verra ensuite comment ça peut s'utiliser pour réaliser des capteurs électriques. Alors, une caractéristique d'un dipôle électrique, c'est le lien qui existe entre la tension aux bornes de ce dipôle et l'intensité du courant qui circule à travers ce dipôle. Ça se caractérise généralement par un graphique, soit la tension U en fonction de I, soit également on peut trouver le graphique inverse où on a l'intensité I en fonction de U. Ces graphiques représentent évidemment la même chose. Parfois, il peut être plus simple d'utiliser l'un ou l'autre selon les questions qui sont posées. Alors, on va prendre un exemple concret et qui correspond au programme de la classe de seconde. C'est la caractéristique des dipôles qui suivent la loi d'Ohm. Alors, ça va être le cas par exemple des résistors, très utilisés dans les circuits électriques. À peu près également le cas des lampes, même s'il peut y avoir des petites modifications pour ces dipôles-là. Alors, les caractéristiques pour ces dipôles passifs qui suivent la loi d'Ohm, ce sont simplement des droites qui passent par l'origine. Que l'on trace U en fonction de I ou I en fonction de U, ça ne changera rien. Cette droite qui passe par l'origine montre donc la proportionnalité entre la tension aux bornes du dipôle et l'intensité qui circule à travers ce dipôle. C'est-à-dire une formule de proportionnalité de type U égale K fois I, mais la constante de proportionnalité, on décide de l'appeler R, et R représente la résistance électrique du dipôle concerné, donc la résistance du résistor ou bien la résistance de la lampe par exemple. En termes d'unité, donc on a déjà vu que la tension s'exprime en volts et l'intensité en ampères. La résistance qui vient s'intercaler au milieu s'exprime elle en ohm avec le symbole oméga pour représenter donc l'unité de cette résistance. Alors à quoi servent concrètement ces résistances? Plusieurs choses. D'abord à chauffer. C'est le cas par exemple des radiateurs électriques. Ils sont conçus pour être résistifs et la valeur élevée de la résistance qui leur correspond permet de dégager une chaleur suffisante pour ensuite par exemple chauffer une pièce. Également, ce type de dipôle peut servir à abaisser la tension pour le reste des dipôles de la branche concernée. Donc servir de protection, par exemple, si on a un dipôle qui ne supporte pas plus qu'une intensité de, par exemple, 500 mA, et que le générateur pourrait peut-être délivrer davantage que 500 mA, on va mettre une résistance qui va du coup limiter la tension aux bornes du dipôle qui est à protéger, et du coup, dans le même temps, l'intensité qui va le traverser. Et puis, il y a certains capteurs qui ont des comportements résistifs, mais ces comportements résistifs peuvent être en rapport avec un paramètre physique. Prenons l'exemple d'une résistance qui varie en fonction de la température. C'est-à-dire que ce dipôle-là est une résistance. Quand on l'utilise dans un circuit électrique, il va bien se comporter comme une résistance, c'est-à-dire obéir à la loi d'Ohm U égale RI. Mais la valeur de la résistance qui lui correspond, n'est pas une valeur constante. Cette résistance dépend d'un paramètre extérieur qui ici est la température. On voit par exemple que ce dipôle a une résistance d'environ 19 ohms lorsque la température est de 10 degrés Celsius, mais n'a une résistance qui ne vaut plus qu'environ 8 ohms lorsque la température est de 30 degrés Celsius. Alors en quoi cela est intéressant? Eh bien, en fonction de la résistance de ce dipôle, on va pouvoir en déduire la température. C'est-à-dire que ce capteur de température, cette résistance, fonction de la température, va être intégré dans un circuit. Le comportement du circuit va donc être modifié selon la température, puisque la valeur de la résistance du dipôle que j'ai présenté avant dépend de la température. Et par conséquent, en observant le comportement du circuit électrique, les valeurs des tensions par exemple, ou des intensités dans le circuit électrique, on pourra remonter à la valeur de la température.
Alors ce travail peut être fastidieux si à chaque fois qu'on a une nouvelle température, on doit relever les intensités, tensions, et puis recalculer la température qui correspond. Mais ça peut être nettement facilité si on utilise par exemple un microcontrôleur qui va nous permettre de faire les mesures d'intensité et de tension en permanence, et puis via un petit programme informatique, calculer automatiquement la température qui correspond. Et on aura ainsi constitué une forme de thermomètre électronique qui, en fonction de la température qui environne le circuit, pourra afficher cette température. De la même manière, si à la place d'une résistance qui varie en fonction de la température, on insère une résistance qui varie en fonction de l'effort qui lui est appliqué, ce qu'on avait appelé un capteur de force, eh bien on pourra mesurer cette force générée, et si cette force correspond au poids, on pourra ainsi constituer une balance électronique. Thermomètre, j'en ai parlé, si ce capteur dépend de l'intensité lumineuse qui vient l'éclairer, on pourra ici aussi mesurer l'intensité de la lumière et donc euh, fabriquer une sorte de luxmètre. Voilà, on verra concrètement dans les TP et les exercices comment tout ça se met en place.